Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc, 107e édition aujourd'hui. Premier bloc, le rendez-vous habituel, hebdomadaire, bi-hebdomadaire même à l'occasion des playoffs. Et on est en pleine finale des playoffs. Ce sera bien entendu notre sujet principal de cette émission aujourd'hui. Je vous l'ai dit, émission numéro 107. Donc maillot numéro 7, c'est notre petit jeu de début d'émission. Messieurs, bonsoir Laurent Perroton, bonsoir Christian. Bonsoir. Petit. Alors, vous allez me sortir quelques numéros 7 connus. Qui commence? Allez, je vais laisser Christian. Ouais, moi j'en ai qu'un parce que ça a bercé ma jeunesse et puis j'ai juste un seul regret, c'est qu'il ne soit pas suspendu en haut de Malais. Jean-Guy Graton, son sourire édenté. Et pour moi c'est juste dommage parce qu'il a qu'un défaut, il a fait que 4 saisons à Lausanne, mais qu'est-ce qu'il a marqué? Il a été au centre de l'AGDF, Graton, Duby, Rideau. Et en fait, voilà, pour moi, il y a des critères qui devraient être supprimés pour que Graton soit avec les autres, parce que les deux là-haut, ils se sentent bien seuls sans Jean-Guy. C'est vrai que ça, ce serait tout un débat. Il n'y a pas qu'à Lausanne. Hein. Il y a aussi Fribourg, des noms qui sont discutables ailleurs, effectivement. Tiens, je me demande d'ailleurs si on pendra le numéro d'Andrei Bikov sous le toit de la BCF Arena avant la fin de sa carrière ou pas, parce que c'est le genre de truc qui permettrait de faire passer certaines décisions qui paraissent peut-être parfois un petit peu bizarres. Enfin bon, ça c'est encore un autre débat. Donc le numéro 7, c'est Jean-Guy Graton pour Christian Ponty. Le numéro 7 de Laurent Perroton. Alors moi c'est quelqu'un que quelques personnes connaissent, mais qui a marqué ma vie d'entraîneur, c'est Sébastien Schneider, qui était un rock à qui on dédie cette émission, mais c'est un mec que tout entraîneur veut avoir dans n'importe quelle ligue, c'est-à-dire qu'il gagne ses duels, il est fort physiquement, il est présent dans les matchs importants, il te met pas souvent des goals, mais il te met des goals très importants, et puis surtout un leader charismatique, hein, un peu comme Raffel peut être à Lausanne. Et puis donc ça c'était pour la petite aparté, mais autrement il y a en numéro 7 qui joue cette année, il y a Isako Dati à Ambry, Ramon Tanner à Bienne, Benoît Yecker à Fribourg, Aurélien Marty qui manque à Lausanne par son jeu physique et qui a été blessé au poignet, et Daniel Carr à Lugano qui a fait une excellente saison, et puis je finirai par Ray Bourque qui a commencé sa carrière avec le numéro 7, mais maillot retiré qui appartenait à Phil Esposito. Donc après, Ray a pris le 77, mais Ray Bourque a commencé avec le numéro 7, donc voilà un petit peu pour les numéros 7. Ouais, moi je veux quand même juste rajouter un truc. Je peux pas laisser passer Seb Schneider sans dire un mot sur lui, parce que quelque part, moi je me suis retrouvé à remplacer Laurent parce qu'il était et les problèmes de santé, et puis moi j'ai dit que j'allais donner un coup de main à la première de forward pour 10 jours, et j'ai fait presque 3 mois, et mon assistant c'était Seb Schneider. Et juste pour situer le personnage, alors quand on parle de joueurs sous-estimés, c'est un gars que Laurent a trouvé en train de jouer en 2e ligue parce qu'il traînait dans des bâtiments. 4e ligue. 4e ligue, voilà. Et en fait, c'est juste pour dire que c'est un gars, physiquement, c'était un monstre, il se plaignait jamais. Et moi, j'ai une anecdote, je vais quand même la raconter. Je me rappelle d'un soir où Seb, c'était un gars, jamais un mot plus haut que l'autre, toujours un rock et dur, machin. D'ailleurs, tous les clubs de Ligue nationale, même B, voulaient l'avoir. Mm-hmm. Et un jour, je lui ai dit à Seb, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Il était à l'entraînement, il faisait froid dehors, il y avait la bise et tout. Et Seb, c'est un gars, il est charpentier. Et je voyais, il était tout rouge, il avait eu toute la journée, il a passé sa journée sur les toits, il faisait froid et tout. Puis j'ai eu une grosse journée, j'ai détuilé. Il avait enlevé des tuiles toute la journée sur un toit. Ça aussi, première ligue, c'était MySport à l'époque. Faut voir que les gars, ils bossent comme des damnés, ils sont là le soir à l'entraînement. Et à un moment donné, je vois, il est pas bien, il faisait des grimaces. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, je me sens pas trop bien, je manque de force et tout. Je dis, attends, bouge pas. Et je vais au vestiaire, je lui chercher des sucres de raisin et tout. Et là, il enlève son gant pour boire, et puis bon, je prends son sucre de raisin, et je vois qu'il a un ongle tout noir. Je lui dis, mais t'as fait quoi? Il me dit, je me suis pris un coup. Il avait un doigt pété, il faisait l'entraînement avec il avait le doigt qui était tout noir. Et là, c'est juste pour dire le gars, le personnage que c'est, pas un mot plus que l'autre.
J'ai dit, mais écoute, sors, dis non, je vais finir et tout. Il s'est mis un bout de thé. C'est juste un mec incroyable. Bah, j'espère qu'il nous écoute ce soir. Ben, j'espère bien. En tout cas, salutations à Seb. Et puis, c'est vraiment un personnage. Et il y a juste un seul problème, c'est qu'à la fin, il était très proche de sa famille et il a refusé de jouer la dernière saison. Et qu'est-ce qu'on aurait voulu l'avoir? C'est un gars, tous les entraîneurs rêvent d'avoir un gars comme Seb Schneider. Voilà. Donc, pas connu du grand public, mais qui gagne à être connu. C'était le numéro 7 de Laurent Perroton. Moi, bien pour une fois, je me suis improvisé en question Ponty. J'ai regardé plutôt du côté de la NHL. Alors, vous avez parlé de Rebourg tout à l'heure. On peut pratiquement mettre au même niveau que Rebourg un numéro 7 comme Chris Chelios, un numéro 7 comme à l'époque où il a joué à Chicago, à Edmonton, on avait par exemple Paul Coffey. Et puis il y a un gars, que des légendes, des légendes. Et puis un numéro 7, je n'arrive pas à me souvenir s'il portait le numéro 7 lorsqu'il a joué à Lugano. Par contre, je me souviens très bien d'Igor Larionov, le numéro 7, lorsqu'il jouait à San Jose. Mais je n'arrive pas à me souvenir s'il était sous ce maillot-là à Lugano. Mais enfin, toujours est-il qu'il a porté également le numéro 7 dans sa carrière. Et je voulais... Mais le 7, c'est un grand numéro, mais bon, hein. George Best, Beckham, enfin, c'est un grand numéro. C'est vrai, c'est un grand numéro. Et petite info, il y a des rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux que lors des championnats du monde, la légende avec les très très vieux, avec l'équipe des États-Unis, il y aurait peut-être Chris Chelios qui serait présent. Donc ça serait vraiment extraordinaire parce que c'était vraiment un idole pour moi. En plus, quand vous connaissez son parcours, c'est-à-dire qu'il a commencé très très tard le hockey et il a fait une carrière immense. Et puis le faciès, le personnage. Non, mais le personnage et tout, vous l'avez vu lors des cérémonies il y a pas longtemps, il a encore vraiment un charisme de hockeyeur. Donc ça serait vraiment un grand rêve de pouvoir jouer contre lui en tout cas. C'est lorsqu'il a dû jouer avec le HCGN, hein. Exactement. Il était là au premier lockout. Exactement. Ouais. Il a joué avec Hanken, ou bien Hanken a joué avec Chelios. Moi, j'attends de voir la photo avec Chelios et puis Perroton à côté. Voilà. Si on espère. Ça va vous motiver pour votre remise en forme. Il vous reste 5 semaines pour perdre 6 kilos. Hein. Mais il est en forme, il est déjà en forme. Bon. On va continuer. Ok, on commence comme ça. On va faire une belle émission. Ok, alors on y va avec le casque d'or de Laurent Perroton. Ok, alors moi je vais faire plaisir à Chris Rivera, qui aime bien cette expression. On va les saccager. Et puis du coup, il aime bien les joueurs un peu intenses, un peu atypiques. Et il me parle souvent de ce joueur. Et c'est vrai que je vais lui remettre le casque d'or à Derek Grant pour ses playoffs et l'importance de ses goals. En quart de finale, pour rappel, lors de l'acte 1, c'est lui qui met le premier goal et là on y reviendra après sur le manque d'ambition de Bienne sur ce match-là. Et lors de l'acte 4, il met 3 goals sur le 0-4. D'accord, ça finit 0-4. En demi-finale, lors de l'acte 1, il met les 2 goals très importants, le deuxième et quatrième goal avec la pénalité d'Hanson. Et lors de l'acte 4, il met aussi le premier goal. Et il y a eu catch vide, il y avait 2-0. Donc les acte 1 et acte 4 des quarts et des demi, c'est lui qui est très important. Et en finale, hier, il met le 2-1, le winning goal. Derek Grant est important physiquement et redoutable à la finition. Joueur atypique dans notre championnat, excellent dans sa position de screen player en powerplay. Il est étonnant dans la subtilité de ses passes et étonnant dans la subtilité de ses choix. C'est-à-dire que c'est un grand gaillard comme ça, mais en fait, il est très très intelligent et très très subtil lorsqu'il s'agit de jouer collectivement. En championnat, Grant a fini 19e scoreur de la ligue avec 18 goals et 21 passes, 39 points, et un plus-minus de plus 15. Aujourd'hui, en playoff, 9 matchs, 9 goals, 2 passes, 11 points, meilleur ratio des playoffs avec le nombre de matchs joués et le nombre de points avec 1,22, et un différentiel de plus 6. Et dire que selon certaines sources, écoutez bien, qu'il était très proche de signer à Genève durant l'été dernier. La direction sportive a réalisé un gros transfert du côté de Zurich pour le moment et a été décisif vraiment en play-off. Ouais, moi je vais ajouter un truc à ce que tu dis, Laurent. Pour ceux qui ont doute encore, vu sa taille, le skate qu'il a, comment il traverse la patinoire. Parce que c'est souvent ça le problème. Les grands joueurs, souvent, ils ont un problème au niveau de leur mobilité. Ils sont un peu moins rapides. Mais alors lui, il a un skate d'un gars d'1m80, mais il fait 1m90. Enfin, bref. Et c'est vraiment, hier soir, il a réussi où André Ghetto et Malguin ont échoué, entre guillemets. C'est-à-dire que, il arrive un moment où il faut que les gars la mettent au fond au bon moment. Et c'est ça, les joueurs de play-off. Et il a prouvé encore une fois qu'il était un grand joueur de play-off. Ouais. Grant, MVP en puissance?
En tout cas pour les playoffs. C'est pas fini. Non, mais c'est sur ce premier match, mais c'était intéressant en fait. Non, mais sur l'ensemble des playoffs. Ouais, pour l'instant, pour l'instant, je le mettrais lui, dans livre le la marchandise, ça c'est sûr. Les marchandises, et puis surtout, il a été décisif lors de l'acte 1. Donc c'est toujours difficile lorsque vous commencez à être favori comme ça pour les championnats en quart, en demi et en finale. Et lors de l'acte 4, lorsqu'il faut finir. Donc c'est là où c'est plus important. C'est lorsque tu dois finir ou lorsque tu commences. Et là, il a été très important pour l'instant. Donc on verra par la suite. Hein. Lausanne a été très bon hier soir. On y reviendra. Mais pour l'instant, Grant, c'est vraiment une surprise parce que je l'attendais à ce niveau-là. Je l'attendais physiquement à ce niveau-là, mais je l'attendais pas aussi fort devant le but et aussi intelligent avec le puck. Ok, c'était donc le casque d'or de Laurent Perroton. Christian. Alors moi, mon casque d'or, c'est la porte à côté, c'est à Roubaix, qui a tenu la baraque de façon magistrale hier soir et avec autorité. Et puis il a dégagé une sensation de force tranquille, j'ai trouvé. Et pour moi, le meilleur joueur hier soir de Zurich, c'est Roubaix. Parce que franchement, Lausanne fait un bon match. Et je pense que d'un point de vue, au niveau des tirs et autres, je veux dire, Lausanne a dominé le match, quoi, clairement. Et Roubaix, j'ai jamais eu l'impression qu'il était en danger. Et il faut préciser un truc, c'est que Kriam met un goal, parce que c'est un goal incroyable, d'une précision, mais fantastique, c'est un goal extraordinaire, hein, ce qu'il a fait hier soir, et bravo à Damiria. Mais je pense qu'il y avait qu'un tir parfait, et c'était un tir parfait, qui pouvait battre hier soir à Roubaix. Et pour l'instant, Roubaix, honnêtement, comme disait si bien Patrick Roy, il s'est levé dans le vestiaire, il a dit mettez un goal et moi je m'occupe du reste et on va gagner. C'est un peu ça. Le gars, il a fermé la porte hier soir. Ouais. Moi, je suis d'accord avec vous. C'était également mon choix par rapport à la performance du gardien des ZSC Lions. Je crois qu'il y a rien à dire pour le moment avec des statistiques extraordinaires. Et, il en est à 3 blanchissages sur les 9 matchs de play-off. Mais on ne va pas compter que les blanchissages. Ses interventions, elles sont propres, elles sont nettes, elles sont impressionnantes. Il n'y a pas de déchets. Il est d'une tranquillité absolue. Et il dégage la sérénité. C'est ça, absolument. Et ça, c'est encore un petit plus à mettre à l'actif des ZSC Lions, même si Connor Hughes, on en parlera tout à l'heure, n'a pas démérité, bien sûr. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même un petit quelque chose en plus dans le jeu de Roubaix. Bien, on va enchaîner alors directement avec notre casque de plomb. Laurent, je me réjouis de vous entendre. Je sais pas si vous avez je ne connais pas votre sujet, c'est ça. Mais vous avez un petit rire, un petit sourire. Non, pas du tout. Je suis très à l'aise avec ce casque parce que vous, monsieur Ducaro, nous n'avons pas de censure, pas d'objectif d'audimat et une ligne éditoriale claire et nette. Alors je me réjouis. On dit ce que l'on pense et on pense ce que l'on dit. Oui. D'accord? Oui. Donc, je suis très à l'aise avec ce casque et moi, je vais le remettre à Colfax. Et je suis très à l'aise parce que à Colfax, il y en a qui nous comparent, etc. Pour moi, il n'y a pas de comparaison. Puis chacun fait ce qu'il veut finalement. Et voilà. Mais il y a une des deux personnes, c'est Jean-Fred Debetta, avec qui j'étais très ami, avec qui j'avais souvent des contacts téléphoniques réguliers et avec qui j'ai plus de nouvelles depuis que je suis engagé à Planète Hockey. Ce qui est très dommage, mais ma foi, ça fait partie du jeu. Mais moi, mon casque de plomb, il est à leur sondage. En fait, ils ont fait un sondage, c'est très très bien. Mais il y a des choses qui me dérangent et j'en ai souvent parlé dans cette émission. Je reviens sur la première phase. Nous voici bientôt au terme de la 6e saison à Colfax. Nous cherchons constamment à nous améliorer afin de vous offrir un contenu qui se rapproche le plus de vos besoins. Et là, j'y viens et je veux parler de ça un petit peu. L'actualité sportive peut desservir ton auditoire selon le classement des équipes romandes. Et nous, ça nous est souvent arrivé d'avoir des contradictions et puis des gens qui étaient pas contents de nos propos parce que finalement, comme je vous l'ai dit, on dit ce que l'on pense et on pense ce que l'on dit. Et je viens là-dessus. Moi, personnellement, j'écoute pas pour deux raisons. Les autres podcasts, j'écoute pas parce que je ne souhaite pas être indirectement être influencé par rapport à mon rôle de consultant. Et la deuxième chose que je n'écoute pas souvent, c'est le manque d'objectivité selon l'opinion publique. Le sujet traité avec la possibilité de contenter ou de froisser son auditoire. Je peux comprendre que certains journalistes, c'est votre job, ils sont cette pression d'être finalement populaire parce que sur un article ou une parole on peut varier et aller dans l'autre sens et avoir toute l'opinion publique contre toi. Ça, j'arrive à comprendre. Simplement, moi je suis consultant et j'ai pas cette pression là. Ensuite, ce qui me dérange, c'est que des fois j'ai l'impression qu'on tombe dans le populisme.
lorsque ça va pas, lorsqu'il y a beaucoup de critiques, en oubliant la déontologie journalistique. Alors moi, je vous donne un contre-exemple. Par exemple, Cyril Pache, qui est souvent corrosif, impertinent parfois, et qui se fout de l'opinion publique, et en plus qui a été joueur professionnel et qui connaît les codes, les coutumes et surtout le jeu. Et ben lui, moi j'ai pas de problème avec ses articles parce que, et des fois je suis pas d'accord avec ses articles, mais parce que lui il a une ligne, et si d'un coup il se fait massacrer sur les réseaux sociaux, s'il pense ça, il va penser ça. Lui il était persuadé, et dans ses pronostics, que Davos avait une équipe qui allait gagner le championnat. Ça a été surprenant, mais finalement en analysant les choses, avec ce qui s'est passé en quart de finale et le nombre de blessés, s'ils avaient l'équipe au complet, c'était une équipe qui était très intéressante finalement. Et donc du coup, c'est là-dessus où j'ai un peu de mal, c'est que des fois, quand je lis des articles ou quand on me rapporte certaines choses, j'ai l'impression que c'est pas vraiment ce qu'on pense. Et c'est ça, c'est là-dessus où je vous remercie finalement, c'est de nous laisser la parole. Et puis surtout, dans notre préparation d'émission, c'est individuel, c'est-à-dire qu'on a des sujets à traiter évidemment de l'actualité, mais jamais vous êtes intervenu ou vous nous avez dit là, vous allez trop loin, ou etc. On essaye d'être objectif. Et puis même si on en a parlé dans cette émission, des fois on a eu des retours très négatifs et puis des choses compliquées à gérer même au niveau familial. Mais voilà, on essaye d'être toujours dans notre ligne et toujours essayer d'être le plus sincère possible. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai eu un petit souci avec ce sondage. D'accord. Bon, oui, c'est vrai que c'est une plateforme ici, c'est non seulement une plateforme de discussion entre les trois le plus souvent dans le cadre de cette émission, mais l'antenne est ouverte à tout le monde finalement, et n'importe qui a envie de dire quelque chose pourrait très bien intervenir dans cette émission. Enfin, on est ouvert. Et d'ailleurs, très bientôt, on va repartir avec notre émission qui sera justement une émission libre antenne où vous pouvez intervenir en direct sur la radio de Planète Hockey pour pouvoir justement donner également votre opinion. Ça sera une ligne ouverte à la canadienne. On vous en parlera en temps voulu. Voilà. Bon, ça c'était donc le casque de plomb de Laurent Perroton. Personnellement, aujourd'hui, j'en ai pas vraiment. Donc, parce que j'ai pas envie de gâcher la fête. Donc, je vous laisse le casque de plomb, le dernier casque de plomb de la journée, Christian Ponty. Alors, bon, vous avez tous compris que Lolo, c'est un pote, et puis on s'entend bien, et souvent on a des idées qui se rejoignent pas mal, sur lesquelles, même si on a des divergences, et des fois, ça peut être très animé, mais voilà. Mais c'est drôle parce que moi, mon casque de plomb, il parle un peu d'un sujet qui est assez comparable, et c'est la porte à côté de nouveau. Et moi, je vais vous dire, mon casque de plomb, et je dis encore une fois, comme Laurent vient de le dire, merci à Philippe Ducarreau. Moi, je le donne à Roland Gué. Alors, je vais vous dire. Oh là là, les journalistes en prennent pour leur grade aujourd'hui. Allez-y. Non. Je vous donnerai quand même mon avis alors après. Allez-y. Ouais, tout à fait. Moi, je donne à Roland Gué pour une question simple, enfin pour une chose simple. J'ai regardé l'interview d'après-match où il y avait Christophe Baluet et Michael Ngoy. Et déjà, avant de continuer, un jour, Michael Ngoy, il a dit, quand on vient sur Planète Hockey, ou bien quand on vient au premier bloc, on vient en tant que guillemets analyste pour donner un avis tranché. Et moi, j'aime bien ça, et c'est pour ça que j'aime bien aussi Michael Ngoy, parce que justement, souvent, il est droit dans ses bottes, il assume ce qu'il dit, et il pense ce qu'il dit, il dit ce qu'il pense. Donc, je remets dans le contexte, hier soir, d'ailleurs, je trouve ça très bien de faire des interviews d'après-match, mais Christo et Michael Ngoy, question de Roland Gué à Christo. Est-ce que Connor Hughes a quelque chose à se reprocher sur les 2 buts? Réponse de Christo. Bah, de toute façon, je vais pas te répondre à la télé, évidemment. C'est un bon moment d'émission. Deuxième question. Oui, mais sur le 2e but, blablabla. Mais sérieux là. Franchement, on est en play-off là. Non, je veux dire, t'es journaliste. Philippe, est-ce que tu aurais posé une question comme ça? Mais c'est complètement, excuse-moi, crétin de dire. Je veux dire, personne va mais il est là pour parler de ses gardiens, défendre ses gardiens, mais je sais pas, il y a une question de bon sens là derrière. Moi, ça m'a choqué. C'était malaisant. Et là, on voyait que même Mika, il était un peu surpris de la question, enfin. Et là, il insiste sur une 2e question, donc, bon, bref, ça allait nulle part, mais moi, je pense qu'il arrive un moment où faut quand même sonder le moment, l'humeur, l'ambiance, ce que tu vis, et tu peux pas poser une question comme ça. En plus, à Christo, je veux dire, c'est Poulain, il va les défendre. Alors, à contrario, je voudrais quand même dire, parce que je suis pas en train de dire que tout est nul, j'ai trouvé Arnaud Urfer excellent hier soir à l'interview
pendant les tiers. Ah. Arnaud Hufer, ancien joueur. Alors, attends, juste Christian, je veux juste parler d'un truc. Lorsqu'il a interviewé le fans de Lausanne, c'était intéressant. Il parlait avec son cœur, mais la personne qui était à côté de lui, moi j'ai passé un moment, j'ai pensé à Gad Elmaleh qui était à Stralopithèque. Il faisait juste des signes et tout, il commentait et j'ai pris un fou rire. J'ai écrit d'ailleurs à notre journaliste Vincent Ulrich pour lui dire mais regarde ça, c'est un grand moment de télé. C'était juste génial. Ça détendait en fait l'atmosphère et en fait il y avait la tension de ce match et hier, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Mais moi, en tout cas, ce que je voulais relater, c'est que voilà, Arnaud Hufer, jeune journaliste, très bon à l'interview, Roland Gué, expérimenté, mais des questions que je veux dire, même un gamin de 15 ans pose pas. Là, tu peux pas faire ça, quoi. Moi, j'étais choqué, j'étais mal à l'aise pour Christo. Et vas-y, mais qu'est-ce que vous en pensez, blablabla. C'est pas possible, quoi. Je sais pas. T'es journaliste, je suis pas journaliste, bien sûr, mais je pense qu'il y a une question de bon sens. Il y a des choses que, en guillemets, tu ne peux pas faire à des moments précis de la saison. Tu peux pas piquer les gens avec une question à la con. Tu viens de perdre alors qu'ils ont bien joué, mais il va jamais dire mais tu devras dire effectivement. Alors vraiment, Connors là, il est pas bon sur shoot. Je vais lui parler. Je comprends votre réaction, Christian Ponty. C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire au niveau de la presse. Hein. Tiens, on peut aussi dire des choses positives. Par exemple, je me réjouis que ce soit Jérôme Bechat qui soit le prochain commentateur du match. C'était une belle découverte en tant que commentateur sur. Très bon, très bien préparé. Absolument. Très bien préparé, très bon. Il en fait pas trop au niveau de l'intonation. C'est très agréable aussi nous en tant que consultants quand il est au commentaire parce que il dit des choses des fois où au niveau des statistiques on connaît pas, où il a une analyse différente et du coup ça nous aide aussi dans le montage des séquences. Donc non, vraiment une belle découverte aussi. Et moi, je veux préciser que Gary, en match, il est toujours très bon. Ça fait excellent. Non, mais un co-commentaire spécialiste, ça donne une plus-value. C'est exceptionnel. Et hier, les moyens humains sur le premier match de la finale étaient vraiment très bons. C'était très, très agréable. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à suivre ce match. Voilà, pour conclure la problématique de la presse avec vos deux casques de plomb, je vais quand même préciser, tiens, vous avez mis en cause Colfax, vous mettez en cause les diffusions, on peut mettre en cause également Planète Hockey, nous aussi, donc on a une plateforme de discussion, c'est vrai que par exemple, si les trois, vous ne savez pas ce qui se passe en dehors de l'antenne, mais ça nous arrive souvent d'avoir des discussions et souvent des divergences. Donc chacun peut exprimer son opinion. Le dernier exemple en date, vous avez sans doute lu ce que j'ai écrit sur Andrei Bikov. C'est un Xème épisode d'Andrei Bikov, on partage ou on ne partage pas. Peut-être que je rêve en couleur. Enfin voilà, c'est une impression que j'ai eue, c'est un ressenti et j'en ai fait part. Et après, on aime ou on n'aime pas. Ça m'a valu d'ailleurs pas mal de réactions, mais c'est également l'article qui a fait à peu près 4 fois plus de vues que l'ensemble des autres articles de la journée. Donc vous voyez, comme quoi ça touche quand même aussi un petit peu. Mais alors, Philippe, c'est un bon exemple. Quand on prend une position, elle peut être un bon exemple, mais on doit l'accepter. Voilà. C'est un bon exemple parce que je pense que ton article il est légitime. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Je trouve, franchement, moi je suis pas choqué parce que tu as marqué et je trouve très bien de poser la question et je pense que à peu près tout le monde se pose cette question à un moment donné. Est-ce qu'on pourrait pas, oui, tout est acté, mais bon, devant l'évidence, pourquoi pas essayer? Et je comprends ton article. Je comprends beaucoup moins la question de Roland Gué hier soir. Ouais, d'accord. Ok, messieurs. Voilà, c'était l'occasion pour aujourd'hui qui était bien fourni, qui était fort intéressante, je l'espère. En tout cas, pour nos auditeurs, on va continuer avant d'évoquer la finale du championnat, avant de dire 2 mots sur l'équipe de Suisse, avant de passer aux rondelles de fin d'émission. On va encore passer aux questions de nos auditeurs. Alors, on en a eu 2 ou 3. Il y en a une que je dois encore récupérer qui est arrivée assez tardivement, qui m'a été transmise tout à l'heure. Je vais la récupérer, donc je vais peut-être pas commencer par celle-là. Tiens, je vous parlais d'Igor Larionov tout à l'heure. C'est un autre Igor qui nous écrit. Il est de Lausanne. Yelovac. ça aurait pu, mais c'est pas lui non plus. Mais ça concerne quand même le Lausanne Hockey Club. Simplement cet auditeur qui nous dit qu'il n'avait pas compris l'alignement d'Apala hier soir. À la place de Kovac, il aimerait avoir votre opinion là-dessus.
Ah non, mais alors, écoutez, moi je vais vous donner mon opinion rapidement. Moi, ce que je n'aime pas, c'est quand on tape sur les gens et toujours sur les mêmes. Alors, avec Ward, on a été dithyrambique depuis quelques temps. Il a beaucoup cherché ses lignes en début de saison. Il a trouvé son line-up et il a mis son système en place. Et c'est une équipe qui est très difficile à jouer. On a toujours un petit peu des doutes sur le power play, voilà. Mais ça, c'est des questions techniques. Mais hier. Pour moi, je suis absolument pas d'accord sur deux choses. La première, sur la titularisation d'Apala au détriment de Pedretti. Ça pour moi c'est pas admissible parce que surtout Pedretti à Zurich, ancien club, etc. Physique. Et surtout dans le jeu physique et surtout dans l'amalgame avec Holdener et Almond et de temps en temps Kenin qui amène sa pierre à l'édifice. Ça c'est le premier point. Ensuite tu le fais venir et tu le fais jouer que 3 minutes et quelques. Donc là tu l'emmènes à l'abri atomique et il est terminé pour la série parce que là en tant qu'étranger tu le foudroies. Et ensuite on a souvent loué le fait que Ward faisait toujours des bons choix à des bons moments, notamment la demi-finale. Bah là ils prennent le goal, il y a Rochette, on y reviendra sur le premier goal qui est en box-play, mais il y a C4 qui est en train de rentrer, il y a Lettonen qui reste en haut, donc il y a un 4 contre 4, il n'y a pas une bonne communication, il y a un shoot de la ligne bleue où Rochette est pas dans la ligne de shoot. Est-ce que c'est pour ça que 4 minutes après il le met pas sur la glace et qu'il met Apala? Peut-être, ça c'est Ward qui pourra nous répondre, mais en tout cas il met Apala. Et en fait, Apala, Salomaki qui était pas dans un bon jour, il se retrouve dans le fond de la zone. Évidemment, ce là se fait un petit peu attirer. Il y a un repli défensif qui est inexistant pour Apala et comment dire, Salomaki. Et finalement, il y a le goal. Le goal qui arrive. Donc en fait, le goal décisif avec Apala sur la glace et pas Rochette. Donc sur le choix d'Apala, je suis pas personnellement, j'aurais préféré qu'on laisse Pedretti. Sur le fait de prendre Apala et lui donner que 3 minutes de temps de jeu, tu tues ton étranger, déjà que ça fait un moment qu'il est à l'abri atomique et qu'il ne joue plus. Et ensuite, tu le mets dans une situation où tu veux essayer de tourner le match offensivement et finalement ils prennent le goal décisif. Donc pour 0 pointé sur toute la ligne sur le cas Apala. Un avis, moi je pense que ça avait meilleur taux d'aligner Kovacs à ce moment-là, si tu veux pas mettre Apala. Parce qu'au plus, au niveau du jeu physique, il est plus intéressant. Et puis, moi, ce que je trouve dommage, c'est que finalement, on n'arrête pas de dire, et nous les premiers, que Apala, il est pas catalogué comme joueur play-off, mais c'est pas en le faisant jouer 3 minutes qu'il va le devenir. Et puis, on ne faut quand même pas non plus tout lui enlever. Moi, je me rappelle que à la Spengler, dans des matchs à haute intensité, il a été mais bon. dans quel rôle? Dans un rôle offensif avec des joueurs. Mais Apala, il aime jouer avec comment il s'appelle Suomela. Avec Suomela. Et puis ma foi, elle a placé prise. Non mais moi je suis là où je suis pas d'accord avec toi, Chris, c'est sur le Kovacs. Pour moi, il y a pas Kovacs ou Apala. Il manque Juice. Tu mets Jelovac parce que c'est ton numéro 7, tu le places sur le premier bloc, mais ton quatrième bloc tu le bouges pas parce que Pedretti il mérite pas d'être en tribune. C'est pas parce que si t'as et comme tu dis, surtout contre Zurich en plus. Surtout contre Zurich avec les profils des joueurs. Si t'as un attaquant étranger qui est blessé et que t'as besoin dans la ligne offensive, dans tes 2 premiers blocs, t'as un manque et tu prends Apala, là j'ai pas de problème au Kovacs. Mais si c'est pour le faire jouer 4e bloc, aucun des deux, Pedretti est meilleur. Donc voilà, là j'étais vraiment déçu de ce choix et finalement ça s'est avéré un mauvais choix parce que il est le facteur X, un des facteurs X dans la défaite de Lausanne hier soir. D'ailleurs, ça a aussi mis en évidence une chose hier soir, j'ai trouvé, c'est la perte de Marty avec sa fracture du poignet, comme on l'a payé hier soir. Parce que le problème, c'est qu'on a dû mettre un Jelovac qui avait pas eu un gros temps de jeu, c'était plus compliqué, même s'il a pas fait un mauvais match en soi. Non, il fait son match. On y reviendra sur les goals. On y reviendra sur les goals. On reviendra effectivement sur cette série finale. Tout à l'heure, on va encore terminer avec les 2 autres questions qui m'ont semblé intéressantes. On y va avec, j'ai retrouvé, non, je l'ai pas retrouvé. Ça y est. Alors, je vais la rechercher. Elle a disparu. Ah non, voilà, je l'ai. C'est Jean-Jacques Barman, qui nous a Barman. Toi qui bosse en discothèque. Ouais, bon. Non, c'est Barman du Valais. C'est Barman, c'est un Valaisan, non? J'imagine, c'est un Valaisan, Barman. Ouais. Barman, discothèque, vous êtes très bien, Christian. Ça ne m'étonne même pas de vous. Le strap.
Si vous cherchez du monde. Alors, voici ce qu'il nous écrit. Monsieur Barman, bonsoir messieurs, j'ai une question pour Monsieur Perroton. Comment expliquez-vous, pour vous, c'est vous Perroton si jamais, comment expliquez-vous qu'un type comme Slava Bikov, qui a été champion du monde comme joueur et entraîneur, n'ait jamais eu une équipe en Suisse? Est-ce de l'arrogance de la part des clubs ou de la méconnaissance, voire de la méfiance, du fait qu'il est trop fort, trop gradé, trop? Merci pour votre réponse et encore bravo pour toutes vos analyses qui sont toujours très justes et objectives. Mais ça, c'est de l'autopromotion que je nous fais. Alors, j'attends votre réponse. Est-ce que Slava Bikov est titulaire en Suisse? Alors là, on parle pas de la sélection nationale, hein. On parle des clubs. J'imagine, ouais, là, il parle des clubs. Ouais. Des clubs, parce que déjà pour la sélection nationale, juste rapidement, au niveau fédéral, on veut un entraîneur suisse. Déjà il y a une première barrière. Ensuite, on veut quelqu'un issu du CRI fédéral et aussi peut-être que Slava, comme il a entraîné l'équipe de Russie, ça c'est une simple supposition, c'est très difficile d'entraîner une autre nation. Donc c'est peut-être aussi ça pour l'équipe de Suisse. Ensuite pour les clubs. En fait c'est toujours pareil, c'est dans le profil. Moi je pense qu'il a des grosses connaissances. J'ai beaucoup aimé son analyse, même si on sait qu'il y a son fils au milieu, mais j'ai beaucoup aimé son analyse sur les temps de jeu, etc. durant la saison. Et moi je vous ai répondu à ça un petit peu dans la dernière émission. Mais je trouve qu'il pourrait être important avec un coaching staff, adapté par rapport au Comedern. Ça fait un certain moment qu'il n'entraîne plus, mais maintenant les coups. Est-ce que Slava, il a envie d'entraîner ailleurs qu'à Fribourg? Ça, je sais pas. Est-ce que Slava, il a envie d'entraîner à Fribourg tout simplement? Ça, je ne sais pas. Donc, il y a ces deux questions-là. Déjà, humainement, je pense pas que Slava, par rapport à son amour pour la région fribourgeoise et le club et tout ce qu'il a transmis durant les interviews cette fin de saison, j'ai pas l'impression qu'il a envie d'entraîner ailleurs. Donc ça réduit les choses. Et ensuite, est-ce que la direction du club de Fribourg voudrait Slava Bikov, et est-ce que Slava Bikov, il était déjà au conseil d'administration, envie d'entraîner à Fribourg? C'est peut-être là le problème principal, peut-être. Voilà. Donc du coup, je pense pas que ce soit de l'arrogance de certains clubs. C'est déjà la personnalité, parce que c'est une personnalité, hein. C'est une vraie personnalité. Hein. On a vu ce qu'il a fait. Je vous interromps, mais quand vous voyez qu'on apprend, par exemple, aujourd'hui, parce que Klaus Haug est quand même quelqu'un de bien informé, que par exemple Bienne n'envisage pas du tout de se tourner vers la piste suisse. Et on peut considérer, de par sa double nationalité, que Slava est suisse aussi. Et on nous amène des noms ronflants, certes, mais quand même pas. Enfin, oui, ils sont bons, mais moi je me demande ce qu'un Yalonen fera bien personnellement. Mais bon, ça sert encore une fois à une question. Voilà, on a le sentiment qu'il est grillé en Suisse, et c'est le sentiment que j'ai. Tu parles de Bikov? De Bikov. Son nom n'est jamais prononcé nulle part. Alors moi, je finis juste, Christian. Moi, pas du tout. Moi, j'ai l'impression qu'il est associé, c'est-à-dire associé à une image, à un club, à une région, donc Fribourg, et que si dans ce club-là on veut pas de Slava, c'est pour ça j'ai l'impression que finalement il y a une telle histoire avec ce club en tant que joueur, son fils, etc., que j'ai l'impression que les autres clubs peut-être ne se permettent même pas de l'appeler. Peut-être qu'on se trompe, hein, parce qu'on n'a jamais discuté de ça avec lui, mais parce qu'il est identifié à cette région et que lui, il a peut-être envie que d'entraîner dans cette région, où finalement pendant un long moment, il a aussi déclaré pas mal de fois qu'il souhaitait entraîner en Russie en KHL ou avec l'équipe nationale russe. Donc peut-être que ça a aussi fermé des portes, je sais pas. Mais en tout cas, hockeystiquement, avec ce qu'il a fait dans la gestion des stars mondiales, des stars mondiales, je dis bien, parce qu'il faut les driver, les Russes de NHL pendant un championnat du monde. Faut y aller, faut vraiment avoir une grosse compétence humaine. Et puis avec les objectifs qu'il a remplis avec sa nation, je trouve que voilà, il a plus rien à prouver en tout cas. Ouais. Voilà la réponse qu'on peut apporter. Donc, moi, je vais complémenter ça parce que quelque part, moi j'étais là quand il a arrêté sa carrière de hockeyeur, parce que j'avais eu des mandats pour Adecco et on avait fait un logo entre Bikov et Adecco. On avait fait le logo Adecco 90, c'est son numéro. Et à l'époque, Adecco avait créé une structure pour les futurs sportifs en fin de carrière. Et en fait, ils avaient utilisé Slava comme cobaye. Et c'était l'ancien beau-frère des... C'était les régies. Ouais. Non, mais ce qui était incroyable, c'est qu'alors ils avaient fait tout un... Les régies. Ils avaient fait tout un questionnaire et tout. C'était tard. Les résultats pour
Slava, ils osaient même pas lui dire parce que il correspondait à rien du tout, parce qu'ils pensaient qu'il était trop gentil, trop ci, trop ça, trop blablabla. Et en fait, Slava, dès le début, il a été catalogué comme un artiste, mais qui saurait pas être dur, directif, à l'ancienne, quoi. Bref, entraîneur. Et en fait, ce qu'il y a de drôle, c'est que finalement, il est arrivé en KHL aussi un peu par dépit, parce que je pense qu'au début, il avait vraiment envie de coacher du côté de Fribourg. Et il s'est retrouvé à gérer des stars, et c'est là qu'il est très bon. Et ça me fait tellement penser à Zidane. C'est le même principe. C'est-à-dire que ces gars-là, avec des stars, ils sont bons, parce que gérer des stars, si tu te les mets à dos, ils jouent contre toi et c'est mort. Et moi, j'ai une anecdote aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde de Québec. À l'époque, quand on s'entraînait, quand on était à Morges, on parlait souvent des fois avec Keller et tout, et il nous disait qu'en fait, à Québec, l'équipe de Suisse était, ils avaient leur camp de base à genre 40 kilomètres dans un bled paumé où il y avait personne, pas de distraction. Alors que les Russes étaient en plein centre de Québec. Tous les soirs, ils étaient au Dagobert, la discothèque. À partir de minuit, ils privatisaient, ils sortaient tout le monde, ils s'amusaient et tout. Il y avait certaines fans de joueurs de l'équipe de Suisse. Et les gars, ils buvaient de la vodka jusqu'à 4 heures du matin. Voilà. Et puis, mais par contre, justement, les gars de l'équipe de Suisse, ils arrivaient au Vidéotron de Québec, et les gars, à 9h, 10h, ils rotaient la vodka, mais ils étaient sur leur vélo, ils roulaient. Au final, ils ont été champions du monde. Et ces gars-là, si t'es contre eux, ils vont jouer contre toi et tu gagneras pas. Snava, c'est un gars, il a très bien compris ça, il a toujours géré ses égos, et en fait, c'est pas un entraîneur qui va t'expliquer comment patiner, quelle tactique. C'est un gars qui a compris, qui comprend les joueurs, et il l'aime beaucoup d'ailleurs. Quand ils ont gagné le titre en Suisse, à Berne, c'était le même principe. Ils ont fait un peu du tourisme. Je veux dire, parce qu'il faut voir que les championnats du monde, c'est en fin de saison, les gars, ils vont au championnat du monde avec ce qui leur reste dans le réservoir. Et en fait, si les gars, ils ont envie de t'aider, tu vas peut-être être champion du monde. Et quand ils étaient à Berne, Fribourg, Bikoff leur a fait un peu de tourisme, en fait, 2-3 endroits sympas, machin et tout. Et ils ont été. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il a un profil tellement différent de l'entraîneur type qu'on va trouver sur le championnat suisse que, ouais, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a pensé qu'il n'était pas capable. Et je parle de ça parce qu'ils avaient fait ces fameux tests, ils osaient même pas lui donner les résultats. À l'époque, il y avait une personne qui était responsable du marketing qui s'appelait Alexandre Aranti, qui l'aime beaucoup. On a fait des films avec Slava et tout. On n'ose pas lui dire. Genre, il fallait surtout pas qu'il fasse entraîneur. Et 3 ans après, il est entraîné en KHL et 5 ans après, il était champion du monde. Enfin, tout ça pour dire que je pense que c'est un incompris du côté de la Suisse. Et surtout, il correspond pas au profil, effectivement, peut-être que de ce qu'on recherche en Suisse. Mais moi, je pense que c'est surtout un excellent gestionnaire d'ego. Et pour les grandes nations, c'est tellement important. Je vais terminer avec une anecdote, elle me vient comme ça à l'esprit, mais puisque vous parliez de cette équipe russe qui avait un réservoir incroyable, même en étant peu sage, on va dire, la veille d'un match, elle sortait toujours la performance, elle est devenue championne du monde en 1990, notamment en Suisse, et je n'oublierai jamais le lendemain de ce titre de champion du monde où ils nous ont encore prouvé qu'ils avaient encore plus de réserves que prévu, puisque c'était le lendemain du championnat du monde. Jean Martinet, président de Fribourg-Gotteron, organisait une conférence de presse avec son nouveau duo russe Bikov-Komutov au sommet de la cathédrale de Fribourg, 365 matchs, et comme Bikov et Komutov étaient toujours associés à Valéry Kamensky, Kamensky les avait accompagnés, sauf que Kamensky, ce jour-là, ce matin-là, il était complètement bourré. Mais il a fallu le pousser dans les escaliers pour pouvoir atteindre le sommet de la cathédrale. Et tout ça pour vous dire qu'ils avaient encore beaucoup plus de ressources qu'on pouvait penser, même après une victoire en finale d'un championnat du monde. Voilà. En tout cas, il s'appelle la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Messieurs, on va maintenant parler de la finale. Donc 1-0 pour Zurich face à Lausanne, 2-1. Petite victoire, courte victoire qui aurait pu très bien tourner dans l'autre camp. Ouais, alors je commence, puis Christian, vous rebondissez un petit peu, mais en fait déjà je voulais commencer avec les propos de Joël Genasi. Avant la finale, il a déclaré: je pense que c'est plus simple de jouer en tant qu'outsider de manière libérée que d'avoir la pression de devoir gagner. Exactement. Et ça s'est vu complètement hier soir. Et après, il y a cette expression boire le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et en fait, Zurich, leur premier match de toutes les séries, premier match d'écart, pour moi, Bienne manque d'ambition.
On l'avait fait sur les Mains Bleues. Bienne doit gagner. Des mauvaises pénalités, notamment Kinsley, et puis des grosses erreurs individuelles sur des 1 contre 1 avec Malguin, fait que Bienne perd. Mais on a l'impression qu'ils étaient attentistes un petit peu de voir comment ils allaient être mangés par Zurich, alors que sur ce match-là, ils étaient complètement prenables. Premier match de la demi-finale contre Zug. Zug complètement dans la partie, et là une pénalité vraiment très très litigieuse de 5 minutes à Hanson, et finalement là c'est Derek Grant qui fait la différence sur le power play et qui ils mettent 3 goals durant les 5 minutes, et ça plie le match. Hier soir, premier match de la finale, pour moi le facteur X c'était Hrubeč qui a fait les arrêts décisifs, et je les ai trouvés en manque de rythme sur la première période, et je dirais que sur les 30 premières minutes c'était compliqué, enfin les 25 premières minutes. Le 2-0 a failli venir très rapidement avec Ria qui shoot sur la latte. Il y a aussi une situation où il y a un rebond où Marty arrive à bien canaliser la canne de Raffle. Mais voilà, donc c'est pour moi c'est déjà c'est pour planter le décor. Après j'ai fait des petites analyses comme ça individuelles et puis collectives, et puis après on va développer. Mais pour moi il y a déjà dans le match il y a un truc qui m'agace souvent, et j'ai mis un peu un flop pour les juges de ligne et les engagements. Là il faut vraiment qu'on revoie ça, parce qu'à chaque fois ça arrivait plein de fois, ça casse le rythme. Déjà qu'il y a les contrats publicitaires, il y a des choses qui changent ta façon de coacher. Mais là, c'est arrivé quelques fois, puis il y a des engagements qui sont gagnés proprement, mais parce que à côté de toi, ça bouge, c'est trop proche et que t'as pas regardé. Enfin bref, ça c'est un truc à régler, à mon avis. On a vu Fleury, un reportage où il est superviseur des arbitres. C'est des trucs où je pense qu'on parle beaucoup des principaux chez les arbitres, mais les juges de ligne là aussi ils ont leur pierre à l'édifice, et hier soir c'était un peu pénible sur les engagements. Maintenant je reviens sur les tops individuellement, puis après on développera sur le jeu, sur les buts et tout. Alors sur les tops, à Lausanne, moi j'ai mis Jaeger top dans le volume de jeu. J'ai mis Ria. Malheureusement, son shoot sur la latte aurait pu vraiment lui donner l'homme du match, parce que il a mal été payé. Et puis c'est 2 shoots magnifiques. Le premier goal, il peut rien faire, Hrubeč, et le deuxième, ça part tellement vite dans le déplacement du défenseur et tout. Hrubeč, il est dans son déplacement, il peut rien faire. Frick, malgré son -2, mais alors je sais pas qui compte les stats à la ligue, hein, mais le premier goal, c'est une fin de boxe, donc ils sont 5 contre 5, et il est sur la glace en défenseur, il y a Edner et Glauser, et sur le deuxième, il est évidemment avec Jelovac, mais il annonce -2. Là, il y a, à mon avis, il faudra revoir les stats. Mais je l'ai trouvé très très bon. C'est Kramp-Baltisberg. Ouais, mais c'est Elner qui est devant la cage. Ouais. Frick, il est pas sur la glace, donc il a pas de plus-minus négatif. Ouais, là. juste, Après, c'est Catch qui a été vraiment incroyable, et on reviendra sur le line-up, parce que là, j'ai un vrai problème, et je vous dirai un petit peu ce que je pense. Pilot, non seulement volume de jeu et son temps de jeu, hein, pratiquement 29 minutes, vraiment impressionnant. Après, hier soir, juste pour préciser d'un truc, Pilot, qui m'a impressionné, c'est comme il pensait vite. Ouais. Parce que le jeu, il avait une idée d'avance tout le temps. Et en jouant une fois sur 2. Donc, ouais. impressionnant. Et contre Zurich, un match de finale. Donc, vraiment très impressionnant. Après, Raffle, j'adore, hein. Vous savez que c'est un de mes joueurs préférés. Attention à une chose, c'est que le trash talking est montrer que tu vas dépouiller les mecs. À Zurich, il y a des mecs qui sont capables aussi de te rendre la monnaie. Et en fait, là où je veux en venir, je le regardais un petit peu sur les lignes bleues à la fin du match. Il continue un petit peu à trash talker. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est pas grave qu'il fasse ça. Ce n'est pas grave. Et s'il met des gros bouchons, c'est exactement son jeu. Par contre, s'il en prend et qu'il sort de la série, on a trop besoin de lui à Lausanne. Donc à un moment il s'est fait découper par Troutman. Attention de mettre de l'intensité, mais pas rentrer. Lui il peut mettre des grosses boîtes, amener c'est sans doute l'un des meilleurs troisième blocs de la ligue avec Bozan et Jaeger, mais on peut pas le perdre sur un contre-check, une immense mise en échec. Et il faut pas qu'il fasse le code Irlande, en fait. C'est ça. Et là-dessus, il faut qu'il se régule, parce que il est tellement important. Mais dans le jeu. Est-ce que le défaut de Lausanne et de certains joueurs de Lausanne hier soir, c'est de ne pas avoir voulu en faire trop, finalement?
Non, mais pas ça. Non, parce que il faut ça, on y reviendra après sur Zurich. Il faut en faire trop. Et je pense qu'il y a des choses qu'ils ont bien fait. Mais pardon. Mais Raffle, lui, on a trop besoin de lui sur la glace parce que la ligne la plus importante en ce moment c'est Jagger, Boson, Raffle, et on a trop besoin de lui sur le banc. Parce que quand vous êtes en civil et que vous venez parler dans un vestiaire, vous n'avez pas le même impact quand vous avez un casque. Et ça, c'est vraiment important. Mais d'ailleurs, tu sais, moi, ce que tu dis là, par rapport à la fin sur la ligne bleue, c'est en rapport avec le dernier shift où tu as vu qu'il parle avec Derek Grant, en fait, il s'allume et il pose le couvert pour le prochain match. Justement, il faut faire. Je suis d'accord avec ça. Il ne faut pas aller trop loin, c'est ça, ouais. Faut pas aller trop loin parce que ça m'a fait penser à un truc. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de fatigue? Parce que il est pas du genre être dans le over. C'est pas son truc, justement. C'est ça. Alors, c'est possible. Il y a un contre-coup. Ils sont bien. Ouais, mais il y a un contre-coup. Il y a un contre-coup aussi de sa longue blessure. Après, il est revenu très très fort. Et puis évidemment, Derek Grant, s'il le sort de la série, ça change complètement l'équipe de Zurich. Mais faut le sortir, Derek Grant. Et il a beaucoup d'expérience, ça a été son job, et je pense qu'il a encore plus d'expérience à ce niveau-là. Donc voilà. Maintenant, pour revenir sur les flops du côté de Lausanne, on en a déjà parlé. À Pala, on va pas y revenir. Hein. Edner, qui a été en grande difficulté hier, que j'aime beaucoup, mais par la vitesse, il a pas réussi à gagner ses duels. Il a été un peu lent. Salomaki. Et j'y reviendrai là-dessus. Et Rochette, par rapport à son volume de jeu, mais Salomaki et Rochette, c'est là où je veux en venir. C'est par rapport au line-up. Je reste persuadé que pour gagner une finale, tu as besoin d'un premier bloc compétitif. Et aujourd'hui, je pense que Fuchs et Ria, dans la complémentarité, ils sont idéaux. Ils n'ont pas besoin vraiment d'un troisième joueur qui est très très fort offensivement. Et je pense que Salomaki peut être un bon complément. Et je reste persuadé que ces catchs, ils en ont vraiment extrêmement besoin sur le premier bloc, parce que Salomaki dans la jouerie, il n'a pas le niveau de ses catchs, il n'a pas l'impact offensif de ses catchs. Alors le dilemme pour Ward, c'est que si t'alignes Seumela, Rochette, si t'alignes Seumela, Rochette et ses catchs, défensivement, peut-être que c'est pas aussi équilibré qu'avec Salomaki. Mais par contre, il faut prendre des risques à un moment donné, t'as rien à perdre, et je crois qu'offensivement, t'as besoin d'un premier bloc. Et je pense que Rochette, on le voit moins, parce qu'il a moins de temps. C'est beaucoup plus physique, et il a moins la possession du puck, parce que avec Salomaki dans la jouerie ça joue moins bien. Donc moi voilà, c'était un petit peu mes flops, et un petit peu je suis revenu à Ward. Je vous en ai parlé tout à l'heure lorsqu'on a eu la question sur Apala. J'étais pas d'accord avec Pedretti en tribune, Apala dans son jeu et Apala dans le goal encaissé, parce que je pense que c'était trop sévère pour Pedretti, et dans le line-up et dans l'équilibre de l'équipe, c'était pas une bonne chose. Ouais, alors, moi, je vais juste dire un truc par rapport à Rochette. Moi, je trouve que Rochette, sur le pipi, il est fondamental. Parce que c'est lui qui rend le pipi fluide, et son temps de réaction, c'est indéniable. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et alors, je voulais juste dire, c'est que je regrette presque, il ait mis autant de temps à le mettre enfin sur le powerplay. Parce que vraiment, le powerplay avec Rochette, c'est tout d'un coup, le puck, il circule vite, et en fait, il garde jamais le puck. Il fait tout le temps circuler le puck, et ça, c'est excellent. Après, puis il est décisif dans la dernière passe. Passe. Et après, je veux dire, lui, ok, il a pas un jeu physique, mais finalement, est-ce qu'il en a vraiment besoin? Parce que finalement, il est très fluide, et c'est pas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu hier soir, il y avait un gros gag de son papa qui a dit une grosse charge parce qu'il effleure le gars. Ouais. mais Christian, c'est pas ça le problème. C'est que moi, ce que je dis, c'est que pour que Théo fonctionne bien, il a besoin d'un mec qui c'est pas ça, le complémentaire dans la jouerie. Complémentaire dans l'aspect physique. Donc Salomaki dans l'aspect physique, il n'y a pas de souci, mais dans la jouerie, pour moi, depuis sa blessure, il n'est pas revenu à son niveau. Il a aujourd'hui en guillemets trop plombier, mais c'est pas. C'est ça. Et aujourd'hui, si tu veux gagner la série contre Zurich, je pense que tu as besoin d'un premier bloc qui performe offensivement. Ouais, c'est vrai. Sachant que ton duo Fuchs-Ria, il fonctionne très bien. Tu peux leur mettre n'importe qui. T'as vu avec Kovacs, c'est eux qui ont amené le goal vainqueur. Ça a amené le goal vainqueur finalement sur l'acte 2, qui est très important dans la série contre Fribourg. Donc ce duo, il va bien. Mais simplement, le duo Seumela-Rochette va bien aussi. Mais pour
faire la différence collectivement et être vraiment performant comme ils l'ont fait lors de l'acte 6 à Davos, t'as besoin d'un joueur qui soit au top physiquement, oui, mais au top dans la jouerie et au top aussi au niveau du scoring. Donc toi, tu et dis, là, moi je pense en tout cas que Suomela serait le bon complément à Rochette et Ria. Oui. Tout à fait. Non. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Non, Suomela, Rochette, c'est catch. Et puis Salomaki, tu le descends avec Ria et Fuchs. Ah, dans ce sens-là, ok, d'accord. Oui. Moi, Oui, dans ce sens-là, j'aime bien Salomaki avec Ria et Fuchs. Franchement. Ou si tu veux, comme il a fait le dernier match à domicile, tu peux mettre Kovacs, peu importe, parce que c'est un duo. Ils ont pas vraiment besoin. En fait, c'est surtout un mec, c'est surtout un complément. Tandis que sur le premier bloc, ils ont besoin de faire des différences collectives. Et là, j'ai trouvé Salomaki, Suomela joue très très bien défensivement, mais il a besoin de certaines choses dans la jouerie parce qu'il est très subtil. Et je pense que Salomaki est un peu juste à ce niveau-là. Ouais. Et d'ailleurs, le premier bloc, il y a Ducaro qui veut parler. Oui, pardon. J'allais simplement vous dire, je vous entends bien, mais vous parlez d'une équipe qui est privée aujourd'hui de Christian Joos. Alors moi, j'aimerais savoir quelles pourraient être les conséquences ou d'une absence prolongée de Christian Joos ou de son retour dès le match de demain. Déjà, je pense qu'elle va pas être prolongée. Ward a été assez clair qu'il serait probablement là au prochain match. Mais surtout, déjà, dans les effets immédiats, Pilot, 28 minutes de temps de jeu, donc pas trop souvent. Hein, parce que moi, j'ai regardé, du côté de Lausanne, il y a 3 joueurs avec plus de 20 minutes de temps de jeu, c'est-à-dire Pilot, Frick et puis Glauser. Et puis de l'autre côté, il y a juste Lettonen et Marty, mais Marty, il est à peine à 20-48 et 23 de l'autre côté. Donc hier soir, alors bien sûr que Pilot, il en a sous le coffre et tout. Moi, ce que je voulais juste dire, par rapport à ce que j'ai vu hier, et puis je sais pas si tu voulais en parler, Laurent, mais moi, ce qui m'a juste frappé, c'est que finalement le goal de Grant, c'est un bon exemple parce que finalement Lausanne, offensivement, ils vont jusqu'au bout et ils sont en fin de shift, ils sont crevés. Et tout d'un coup, Grant, d'abord, il gagne un duel, ensuite il prend de la vitesse. Et après, parce que moi j'ai entendu Yelovac, mais Yelovac, il voit un train arriver sur lui parce qu'il est pas fini. Non mais avant de parler de ça, il y a Lunstein qui coupe entre les deux défenseurs, donc il prend la ligne de passe. Exactement. Donc... Mais en plus, ce que je veux dire par là, c'est que c'est juste pour dire à quel point, si tu veux gagner contre Zurich, à mon avis, tu dois gagner la bataille de la zone neutre, parce que ça, c'était un exemple parmi d'autres, parce que hier soir, à un moment donné, il y a une action de rupture dans le jeu vertical, parce qu'ils sont, entre André Ghetto et Malguin, si ça va au bout, c'est la même chose. Ils vont tellement vite, ils sont verticales, et tout d'un coup, si tu ouvres les espaces, alors le risque, c'est que le jeu de Lausanne, il est basé sur, justement, un forechecking assez agressif, mais il faut que ça marche. Parce que si tout d'un coup, tu te loupes, alors, comme j'ai dit, Grant, c'est l'exemple extrême parce que fin de shift, etc. Mais le gars, il va tout droit, il se prend un train sur la tronche. Et puis, dans ce jeu-là, hier soir, finalement, on peut dire presque que c'est minimaliste, la victoire de Zurich, parce que il met 2-3 accélérations, il gagne. C'est un peu presque comparable à l'acte 1 entre Fribourg et Lausanne, où finalement Lausanne joue mieux et Fribourg gagne quand même avec son jeu. Donc, moi, je dis juste que finalement, par rapport aux autres matchs, Lausanne, ils ont fait un bon match, mais par exemple, hier soir, un Beson, il aurait pu, mais il n'a pas pu. Parce qu'il avait des occasions et il les a pas mises. Et il y a Riyad qui a tiré son épingle du jeu. Après, une deuxième, pas de chance parce que la latte, elle est bien là. Et puis, moi, je pense juste un truc, c'est que le deuxième match, le prochain, à Lausanne, ça va être Galatasaray. Hein. Je veux dire, parce que juste entre nous, l'ambiance à Zurich, c'était bon enfant hier soir. On lançait nounours, quoi. Pour répondre à votre question, Juice évidemment a manqué, mais moi je suis pas persuadé, comme dit Christian, qu'il soit là jeudi. Moi, ce qui m'a inquiété, c'est d'entendre de plusieurs sources qu'il était absent depuis plusieurs jours à l'entraînement. Ouais, donc il y a du perdu de poids. Non, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est une maladie ou une blessure? Et on avait dit. Ouais, non, mais ça, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, c'est les pleurs. Ouais. T'as parlé de Christo Baluette, évidemment. Moi, je suis un peu inquiet. J'avais dit, ce qui est vraiment important, dans les gros joueurs à l'attaque, c'est Catch et Raffle. Faut pas que t'en perdes un des deux. Et en défense, tout le monde parle de Pilot, mais pour moi, c'est Glauser et Juice. Ça peut déséquilibrer tes pairs, en fait. C'est surtout un amalgame entre les pairs. Donc voilà. Et puis pour revenir sur le goal de Grant, déjà la mise en échec
parce que tout le monde parle de la finalité, mais la mise en échec qu'il envoie à Pala, il se retrouve à les 3 dans le coin, Lettonen très intelligent la récupère en l'air, la pose et la donne il gagne le duel, il la pose, il lui fait un bloc et l'autre il part comme un train, et malheureusement pour Jelovac, il est obligé de venir serrer le milieu parce que à un moment donné il peut faire une passe à Hollenstein entre les deux, et après Jelovac revient, et c'est là-dessus où Roland Gay a posé la question disant est-ce que le deuxième goal, Hughes a quelque chose de particulier sur ce goal-là? Oui, un petit peu, sur le fait qu'il est 1 mètre avant le point d'engagement, il y a personne backdoor qui peut prendre un rebond, et c'est un gardien qui joue beaucoup l'agressivité et qui sort de son filet, et s'il fait 50 cm de plus en sortant de son filet lorsque Grant arme son shoot, même si ça va très vite, à mon avis, il la touche. Donc voilà, c'est juste la vitesse d'arrivée de Grant. Il vient tellement mais il a été surpris. Non, mais moi je pense qu'il a été surpris du shoot, de là où il shoot. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il allait avancer peut-être encore un peu, donc il a été un peu moins agressif. Mais c'est clair qu'il est 1 mètre en dehors du point d'engagement. Ça peut paraître comme un mauvais goal, mais le shoot il est parfait comme Ria. Il est plus loin. Le petit bémol pour Hughes, c'est là dans ces cas-là, c'est souvent ce que j'aime chez Pache, chez Giannoni, c'est lecture de jeu et voir qu'il y a personne. Tu peux sortir un peu, mais c'est aussi le phénomène des petits gardiens qui bouchent un peu plus leurs angles par moment parce que dans la lecture de jeu ils ont pas le choix. Donc voilà. Pour revenir maintenant sur Zurich, Rubec, t'en as parlé, incroyable. Rohrer. Quelqu'un me parle de Rohrer à un moment ou pas? 19 piges. Non mais ce qu'il fait à la fin là, dans les 20 dernières secondes, le temps qu'il gagne dans le coin avec des machines de guerre qui sont contre lui en train de lui briser la nuque là, et il garde le puck à son âge, lorsque dans les box play, il prend les engagements importants et tout. J'ai halluciné sur ce gars. J'ai vraiment halluciné, on l'a vu toute la saison, mais j'ai vraiment halluciné. Grant évidemment très bon. Phil Batisberger, l'attaquant, pardon, je confonds toujours entre Chris et Phil. Défenseur, c'est Chris, et Phil, ils sont les deux défenseurs hier soir, mais bon. Phil, c'est l'attaquant. Phil, il a que 5 minutes de jeu, mais le screen qu'il fait sur le goal, le premier goal, sur le goal qui relance Zurich. Ouais, il est complètement décisif. L'Amico, on n'en parle pas beaucoup, il est pas spectaculaire, mais il est tellement méchant. Il fait mal, hein. Il est méchant. L'Amico allemande, c'est vraiment des joueurs contre qui j'aimerais pas jouer. Et Troutman que j'ai trouvé excellent et qui avait associé avec Marty, on y reviendra après, et vraiment excellent. Après, les flops pour moi, ça a été Marty. Là, on est vraiment dans la caractéristique du coach NHL qui fait confiance à ses joueurs de base. Mais hier, Marty, il était vraiment à côté de ses patins et quelquefois, il était en difficulté, complètement lourd sur les changements de direction des attaquants, sur les petits gabarits tels que Fuchs et tout. Le premier goal, il est pour lui. Ensuite, Andrighetto, Malguin, insuffisant. J'ai absolument pas aimé quand Malguin sort derrière la cage et qu'il se fait choper par Fuchs et sa façon de rentrer au banc, etc. Ça c'est un petit peu, et là-dessus Lausanne doit continuer à les marteler. Malguin, Balcers et Andrighetto. Lausanne doit continuer à jouer et avec peut-être le troisième bloc, le dernier changement, et vraiment les frapper sans arrêt parce que ça peut les faire sortir. Laurent, juste avant d'aller plus loin, Andrighetto, c'est 1 goal, 11 assists en 9 matchs, hein, et il arrive pas à marquer. Il arrive pas à marquer. Il arrive pas à marquer, et par exemple hier en powerplay, quand il essaye de la donner backdoor, alors que c'est tout ouvert à la ligne bleue avec le défenseur qui rentre, il fait aussi des mauvais choix, et c'est surtout défensivement, des fois dans leur impact défensif, il y a eu beaucoup de shoots que lorsqu'ils étaient sur la glace de la ligne bleue, et je trouve qu'ils sont un petit peu suffisants. Ils sont suffisants. Et ensuite, Hollenstein, complètement transparent. Lettonen, que j'adore, hein, qui est sans doute l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Pourquoi il a pas percé en NHL? Parce que insuffisant défensivement par moment aussi. Kukan était pas dans un grand jour non plus. Sheppy, absolument pas vu, et Froden qui a fait une seule action individuelle. Mais voilà, c'était un petit peu à l'image de l'interview de Weber, où il a dit que c'était sans doute leur plus mauvais match des playoffs, et ils s'en sortent vraiment bien. Ils ont vraiment beaucoup de chance d'avoir eu Rubec hier soir et un Grant qui a mis un goal improbable, parce qu'autrement ils gagnaient pas le match.
Justement, et moi, ils ont gagné. Ouais. Et justement, ils ont gagné. Et c'est justement ce qui me fait réagir là, parce que avant ce premier match, j'avais l'intime conviction que s'il y avait un match à prendre à Zurich, c'était bien celui-là. Déjà Ouais. parce que Zurich a moins joué, avait peut-être moins de rythme, se royaumait un petit peu. Et exactement comme lors de la première, comme lors du premier match, lors de la série précédente, c'était exactement la même chose. Zurich est le plus vulnérable sur son premier match et la Lausanne a laissé passer une occasion. Ouais, Lausanne a laissé passer l'occasion, mais en fait, ils doivent pas avoir de regrets parce qu'ils ont Non. fait leur match. Exactement. Ils ont 5 minutes de vraiment de flottement où là, il y a un peu Mais ils manque sont de mal payés. concentration. Ils sont vraiment mal payés. Ouais. Mais par contre, ce que j'avais envie de voir de Lausanne, c'est une équipe ambitieuse et c'est ce qu'on a vu. Et ils ont tenté des choses. J'ai vu notamment la première situation où ils gagnent un duel dans le coin sur du fair-checking et il y a la deuxième vague qui arrive, numéro 4 côté opposé, Frick qui prend un shoot. J'ai dit bah voilà, ils commencent comme ça, ils vont faire un très très bon match et franchement, il y a pour moi, il n'y a pas grand-chose à acheter dans les interviews de Ria et d'Jelovac. C'est ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas grand-chose à acheter. Simplement, le problème de Zurich, c'est que tu leur laisses une miette, ben ils la prennent, ils la mangent. Donc c'est là-dessus, il va falloir être très bon. Et puis, moi, ce qui m'inquiète pour Lausanne, c'est que les Zurichois, ils sortent de là très frustrés parce qu'ils ont fait un très mauvais match. Alors, le match 2 va être très important et on va voir un autre Zurich. Alors, Lausanne va vraiment devoir être vraiment dans un grand soir pour pouvoir l'emporter et égaliser la série. Mais ce que je remarque aussi, c'est l'impression que j'ai eue et que je vois avec Zurich depuis le début de la saison, c'est que selon la qualité de l'adversité, Zurich a finalement plusieurs crans en hauteur pour sa réponse, que ce soit sur le jeu physique, que ce soit sur différents aspects du jeu. Et on a le sentiment encore que là, Zurich a dû peut-être monter d'un cran pour quand même battre ce Lausanne Hockey Club, parce que Lausanne a joué aussi sans doute un peu plus physique que ce qu'elle fait d'habitude face à cette formation zurichoise, mais que Zurich va encore trouver un deuxième cran, voire même encore un troisième cran, pour toujours être un petit peu au-dessus de son adversaire. Moi, je suis pas d'accord. C'est l'impression que j'ai. Hier soir, Zurich, il gagne grâce à ses individualités. Rubec, Grant, et puis Weber, qui a un passé NHL et à Montréal, on l'utilisait quasiment pour son shoot et il marquait sur son shoot. Donc moi je trouve que Zurich hier il gagne sur ses qualités intrinsèques, mais pas sur son système, pas sur son jeu d'équipe. Parce que hier mais regardez la différence entre le premier tiers et le deuxième tiers. Moi j'ai le sentiment dès le deuxième tiers mais ce que je veux dire par là, c'est adapté, il y avait déjà monté d'un cran. Tout à fait. Par contre, sérieux par rapport à la rencontre, quoi. Enfin par rapport à l'enjeu. Ouais, je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu prends, s'il y avait une victoire à la méritocratie, Lausanne gagnait hier soir. Mais par exemple, si on regarde qui c'est qui marque un goal hier soir, même du côté de Lausanne, c'est tous des goals de qualité. Faut être vraiment très fort parce que le niveau il est élevé. Mais moi, ce que je vois, c'est que finalement, même avec un Andrighetto ou bien avec un Malguin qui marque pas, il trouve le moyen de gagner. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'hier soir, dans le jeu. Ce qui était flagrant, c'est qu'à un moment donné, la troisième ligne de Lausanne, il posait d'énormes problèmes à Zurich. Chaque fois que c'est troisième ligne, et puis je pense que c'est autant mental que d'un point de vue du jeu. Et cette troisième ligne, c'est, pour moi, actuellement, ou sur la saison, c'est peut-être la meilleure troisième ligne du championnat, quoi. Je veux dire. L'une des meilleures. Voilà. En tout cas, quand ils jouent comme ça, ils sont juste incroyables. Donc ça veut dire que ça donne. Pour ça que Raffol, faut le garder en santé. Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est marrant parce que quand tu vois la réalisation à la fin du match, moi, je trouve que, il montre la fin, mais il devrait montrer ce qui se passe dans cette bagarre et tous les body language, justement. Et là, Raphaël, il envoie des messages. Genre, ça, chez nous, ça va être la bonbonera, quoi. Je veux dire, viens à Lausanne. Et je pense que le début de match à Lausanne, ça va être de la folie. Franchement. Pour répondre à Christian, les individualités ont fait la différence du côté de Zurich. Pour moi, Lausanne a gagné la bataille de la zone neutre. Lausanne a gagné la bataille derrière la cage et on sait que Zurich adore jouer derrière la cage avec des joueurs qui rentrent. Ils ont laissé pas tant d'organisation derrière la cage et ils les ont frappés et du coup ils ont jamais eu vraiment le contrôle à faire des petits jeux et des petites passes subtiles. Et ils ont gagné aussi la zone neutre sur le jeu offensif, sur la transversale qui passait à chaque fois. Le back-checking du côté de Zurich était mauvais côté opposé parce qu'ils arrivaient toujours à faire une petite passe délai transversale avec un mec qui rentre pleine vitesse. Il y a eu la réussite
du goal de Ria. Là, c'est une erreur de réception de Marty, mais c'était un petit peu à l'image de ça. Maintenant, je vous donne une stat qui est très importante. Ce qui est vraiment, on parle des deux équipes très physiques, et c'est très dur d'aller dans la boxe, d'aller dans le slot, derrière la cage, devant la cage. Et lors du match, Lausanne a shooté 45 fois du slot, 45% du slot, 36% du côté de Zurich. Et pour vous parler d'un historique un petit peu des tiers, Lausanne, au premier tiers, ils ont shooté 67% de leur shoot, c'était dans le slot. 47% au deuxième période, 31% à la troisième période. Une adaptation tactique, et on a vu des défenseurs beaucoup plus agressifs et beaucoup plus durs, notamment les gros gabarits du côté de Zurich. Et du côté de Zurich, au premier tiers, et c'est là où je dis que Lausanne est la meilleure équipe pour moi dans le jeu défensif, dans la cohésion, dans le bloc équipe, dans le jeu défensif, dans le slot, que 18% leur shoot. Zurich à domicile, match 1 de la finale. Après 53% dans le slot. Mais pourquoi? Parce que là, il y a eu 5 minutes où il y a eu 4-5 shoots du slot, parce qu'il y a eu, on s'est écroulé un peu, peut-être physiquement, mentalement, tactiquement, je sais pas, mais il y a eu 5 minutes de flottement qui ont fait que Zurich a gagné. Et au troisième période, il y a eu des 40%, mais il y a eu les powerplays qui ont amené quelques rebonds. Il suffit 3-4 shoots avec des rebonds, et puis ça t'amène un pourcentage élevé. Mais pour vous dire, la qualité défensive de Lausanne dans le slot, et puis surtout la zone neutre, et surtout le plan de jeu, comme l'a dit Christo à l'interview, et ça s'est vraiment vu. Moi, c'est ce qui m'avait frappé, c'est que Zurich joue beaucoup, très très bien derrière la cage quand ils ont le plein contrôle, et on les a saccagés, on les a pas laissés aller derrière la cage avec le contrôle, et là c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, espérons que Lausanne élève encore son niveau de jeu sur la constance 60 minutes, et là peut-être qu'il y aura une égalisation du côté de Lausanne. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que je suis d'accord avec toi, et que tu dis que Lausanne a gagné la bataille de la zone neutre, et puis hier Christo disait un truc très juste, il disait faire attention avec cette équipe, parce que la moindre erreur ils te la font payer. Derek Grant, une fois il y a le passage libre et le gars il va au goal et il marque. C'est ça. C'est terrible, c'est chirurgical, et ça moralement c'est très dur. C'est aussi pour ça que je pense que là, Lausanne, le match retour, là, ils vont devoir utiliser le public, l'énergie du public, ils doivent les asphyxier, ils doivent entamer le match. Et je pense que, franchement, il faut pas louper le début du match du côté de Lausanne, parce qu'à mon avis, ça va partir hyper fort. Et quelque part, ils vont essayer de lancer le message, dire, attendez les gars, parce que c'est clair que si par hasard Zurich venait à gagner à Lausanne, ça va compliquer la série incroyablement. Par contre, si l'Euphorie gagne Lausanne et puis qu'ils font une grosse victoire, moi, je vous dis, c'est encore très ouvert. Et pour revenir à l'arbitrage, ça a été dans l'ensemble très correct. Par contre, la pénalité de Kennins, il y a absolument pas de pénalité. Y a rien. C'est Weber qui a je crois que c'est son Weber ou Gehring. Son Weber, son casque, il est pas attaché. Et là, c'est très très sévère en zone offensive. Ça ralentit un peu le processus de retour et d'intensité de Lausanne. Donc, pour moi, c'est vraiment une mauvaise pénalité à un mauvais moment de siffler ce genre de choses. Je sais même pas si c'est pas un 2 minutes réglementaire, parce que ta jugulaire elle est pas serrée. Au bout d'un moment, si ça dépasse de 2 cm ou 3 cm. Ouais, mais ça ils peuvent pas. Ils peuvent pas en finale siffler ce genre de choses, mais à contrario, tu peux pas siffler celle de Kelly parce qu'elle est vraiment sévère. Ouais, les Canadiens, ils ont gagné la Stanley avec une erreur de palette à Max Hurley. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bon. Et puis après, les engagements. On n'a pas parlé de ça, mais tous les engagements, bon, ils ont été dominants aux engagements. Et bon, ils ont un goal en powerplay qui est une fin de powerplay sur une erreur de Marty. Bon, voilà, c'est pas vraiment un goal de powerplay, mais dans les statistiques ça compte. Mais c'est surtout les engagements importants. Ils ont été très très bons, Lausanne. Ça, c'est une des grandes forces. Et quand il y a tous leurs centres en santé qui sont performants en même temps, ils sont dangereux. Et puis dominer Zurich aux engagements, il y a quand même des sacrés centres en face. C'est équitable. C'est 5-85, belle performance. 5-48-15. Exactement. Le match est assez équilibré, franchement. Ouais. Mais équilibré, mais dans les scoring chances, ils étaient quand même meilleurs, Lausanne. Et puis dans la jouerie, je les ai trouvés meilleurs. Et c'est simplement les individualités qui ont fait la différence. T'as nommé 2-3 joueurs. Moi, je rajouterais Rohrer, que j'ai vraiment trouvé un poison pour Lausanne. Mais Rohrer, 19 ans, 16-38 de temps de jeu. Wow. Parce que l'entraîneur l'adore, il fait confiance. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour de la situation là. Match numéro 2, donc ce jeudi. On va quand même conseiller aux Lausannois de l'emporter, parce que autrement la situation sera quand même compliquée. Quoique,
sait-on jamais, hein. Ouais, quoique. Mais moi, je crois ils doivent jouer tiers par tiers, ils ont aucune pression, absolument. que du plaisir. Et du coup, c'est peut-être ça. Je reviens sur ce qu'a dit Genazi, mais c'est vraiment, on est outsider, on n'a rien à perdre et voilà, il faut y aller comme ça. Ouais. Bon, messieurs, on va tourner l'avant-dernière page de cette émission. L'équipe de Suisse qui s'est réunie, elle va jouer vendredi rapidement son premier match contre la France. Un petit peu d'actualité, Laurent? Ouais, donc il joue le 19 contre la France, le 20, un back-to-back là, donc à Bâle. Dans un match à Lausanne. Je crois que c'est les 2 matchs à Bâle. Oui, les 2 matchs. Ouais. Les 2 matchs à Bâle, mais c'est pas contre la France. Ouais, mais c'est pas tout de suite. Et puis après, arrivée cette semaine de Leonardo Giannoni, Tobias Kaiser et Sven Santeller, et la semaine prochaine, à mon avis, on soigne des petits bobos de Fabrice Herzog et Dario Simeone, le départ qui a été cuté de Stéphane Charlin, et Patrick Bourgeois appelé pour l'instant dans la sélection. Donc voilà. Ils sont vieux, ils ont besoin de repos. Berchi va y aller. Peut-être, peut-être Berchi, peut-être Berra, mais pour l'instant, Patrick Bourgeois appelé, alors qu'il y a cette semaine, il y a déjà 3 qui arrivent de Zug, et la semaine prochaine, 2 annoncés, donc, j'étais un petit peu étonné à voir la suite. Il y avait la problématique de Noyer-Kerr, disons. Notamment. Ouais, là, je pense qu'avec les playoffs, il a pas marqué des points. Ouais. Et ensuite, pour parler de la France, je pense qu'ils seront pas encore alignés, mais a priori, Pierre-Edouard Bellemare va faire les championnats du monde et Alexandre Texier, qui a été éliminé, va sans doute rejoindre l'équipe nationale. Après, toujours la grosse polémique en France pour Stéphane Dacosta qui joue en KHL, que tous les fans français aimeraient voir dans l'équipe. Et pour l'instant, ça bloque du côté de la fédération. Mais déjà Bellemare, hein, quand la chance de jouer avec Bellemare, c'est pas la même France. Ouais. Bah écoutez, on verra ça. Peut-être aurons-nous une jolie surprise du côté de l'équipe de France pour le week-end prochain du côté de Bâle. En parenthèse, bravo Rouen qui est devenu champion en battant Bordeaux. Mais ça n'a pas été si simple que ça. Bordeaux, jolie forteresse. 2-0. Ouais. 2-0. Après 2-0, les 2 premiers matchs, tu les perds à domicile du côté de Rouen. Ensuite Bordeaux qui a deux balles de match qui les perd à la maison, puis tu vas perdre les 2 matchs à Rouen. Et pour info, Thierry Chex qui a créé beaucoup de patinoires piscines, des complexes, qui est très connu en France, qui était à la présidence depuis 19 ans avec Guy Fournier qui est manager, va céder ses parts du club et ça va être racheté par la société de Tony Parker. Ah bah voilà. Hippie. Voilà un petit peu pour les bonnes nouvelles après l'arrivée à Bordeaux du gardien qui était l'entraîneur de Théo Rochette. Christian, c'est toi les rondelles. Bah voilà, je pose la question. Il a des parts. Il aime bien le vin. Il a des parts et puis en fait il a un ami qui a aussi des pubs avec un nom de la belle province qui a dans la région bordelaise qui a des restaurants qui ont mis des parts dans l'équipe professionnelle. Donc c'est bien pour le hockey français et puis c'est bien d'avoir des sportifs de haut niveau qui intègrent les équipes françaises. Et dernière info, à Anglette aussi, il y a Jérôme Fernandez. Je sais pas si vous vous rappelez. Jérôme Fernandez, c'était le pivot de l'équipe nationale de handball, qui a plusieurs titres de champion olympique, champion du monde, qui a intégré le comité et qui va aussi être actionnaire du club d'Anglette en Ligue Magnus. Anglette, dont la patinoire est à 100 mètres de la mer. C'est exactement. Magnifique. Vous allez prendre des camps d'été avec surf. Ok, c'est magnifique. Patinoire de la Barre, vous allez prendre la douche dans l'Atlantique. C'est beau. Bon, quelques rondelles. Ouais. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de Jan Bixel, qui fait une très belle saison du côté de Rögle en Suède. Et d'ailleurs, Rögle, ils sont en course pour les titres, hein, ils vont jouer normalement la finale. Donc, juste pour faire un petit récapitulatif, Bixel, il avait tenté sa chance en début de saison du côté de Dallas. C'était un peu chaud-froid, enfin, c'était entre deux. Et il a quand même joué 16 matchs en AHL, où il a mis 7 points. Un goal, 6 assists, et il a demandé expressément d'aller jouer en Suède parce qu'il a pensé que pour son développement c'était mieux un peu à David Redbacher. Hein. Donc là, il a joué 29 matchs à Rögle, il a 4 points, mais il a un rôle très en vue, beaucoup de temps de jeu, il est hyper content, il explique qu'il est très content de son choix. Et comme Dallas est en route pour les playoffs et qu'ils sont qualifiés pour les playoffs, il y a de fortes chances qu'il utilise à la fin du championnat de Suède comme profondeur. Et si ça devait pas être le cas, alors c'est ça que j'aime bien avec Jan Bixel, il a dit « Je serais d'accord d'aller jouer avec l'équipe de 6 ». Le mec, il est magnifique.
Je veux dire, c'est le mec qui a déjà refusé le plus de sélections à son âge, mais bon, ça reste un excellent joueur. Il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que au mondial U20 l'année passée, il a été incroyable. Enfin, c'est un super joueur. Et je pense que à la ligne bleue, c'est un peu l'avenir de l'équipe de Suisse, Yann Bixel, donc il fallait quand même le souligner. L'autre chose, du côté des Coyotes, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Phoenix Coyotes, c'est officiel, ils déménagent et ils iront jouer à Salt Lake City depuis l'année prochaine, parce que bon, ils jouaient dans leur fameuse Mullet Arena à 4500 places, c'était un peu le Ajoie de la NHL. Et du coup, bon, ils ont décidé que le projet, enfin la NHL c'est un peu lassé de ces projets de patinoires qui arrivaient pas, etc. Donc la franchise a été rachetée, ils joueront à Salt Lake City. Donc de cause à effet, Yannick Moser qui pour l'instant n'a pas encore de contrat, mais moi je pense qu'il sera convoité parce qu'un défenseur de juste 23 ans qui joue en moyenne 23 minutes par match, il aura des offres. Mais la question, c'est est-ce qu'il va aller jouer l'année prochaine à Salt Lake City? Ben, on va le savoir. Mais une chose est sûre, il y aura plus d'équipe avec les Coyotes au milieu de l'Arizona. Et pour info, rappelez-vous, quel est l'autre joueur suisse qui a déjà joué avec les Phoenix Coyotes? Philippe? Bézina? Non. Bézina a fait un match. Ouais, non, le sélectionneur national. Patrick Fischer. Mm. Après, c'est quand même un peu spécial d'avoir une équipe au milieu du désert, mais bon, voilà, c'est la règle de la NHL. Et puis, je finirai par une question pour vous, messieurs. Aïe, aïe, aïe. Alors, Jonas Korpisalo, le gardien des Ottawa Senators, a fait arrêter un match. Korpisalo, oui. Est-ce que vous savez pour quelle raison? Il a demandé à l'arbitre d'arrêter le match. Il y a déjà eu, je ne sais pas, il y a eu déjà d'autres exemples, un problème d'équipement? Non. On l'a demandé un problème conjugal? Non, ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Non, mais c'est incroyable. Oui, je sais. Je crois qu'il a été ébloui par le soleil. Non, mais. Exactement. Le match avait lieu à 13h l'après-midi. J'ai vu les images. Il a ouvert une porte de la patinoire et le gars, il s'est pris le rayon, mais il joue à Sassad. Il joue à Sassad. Il joue à Sassad. Non, moi, j'ai vu les images. Il y avait une porte ouverte, il fallait que ça lui arrive dessus. Il a eu une porte ouverte et le problème, c'est que le soleil a donné exactement sur sa cage et le gars, il va vers l'arbitre, et il est ébloui, il doit avoir des lunettes de scène, je vois rien. Je peux pas jouer, je vois rien. La présidente du club, c'est Madame Antamaten, qui était à Saint-Groun avant. Maman de Sophie, ouais. Non, mais exactement. à part ça, moi, je peux vous dire, allez voir les images, c'est incroyable. Et en fait, je les ai vues, les images, en plus. Et en fait, il y a un gars qui a ouvert la porte, qui avait dit soleil, exactement avec le bon angle. Le gars, il ne voit rien. Et il dit à l'arbitre, stop, arrête, je vois rien. Il voit pas le goal, il voit rien. Tu pouvais tirer. Non, mais c'est quand même incroyable, parce que d'habitude, la NHL, déjà dans les patinoires, et en plus, ça joue plutôt le soir, et là, ça jouait, donc là, mais, quand on regarde à 360 degrés pour ouvrir une porte puis que ça donne exactement sur la cage du gardien que le gars il voit rien, c'est quasiment impossible. C'est arrivé. Très fort. Korpisalo. Alors voilà, il a réussi à arrêter le match. Ils ont fermé la porte et le match a continué. Bon, messieurs, on va conclure sur cette note assez marrante. Merci encore une fois d'avoir participé à cette émission. Le hockey sur glace, c'est bien, le hockey sur place, c'est mieux, mais le sur place, ça sera par l'intermédiaire de l'aimant bleu. Cette fois-ci, demain, on a le plateau avec Chris Rivera qui est rentré de vacances, et puis on verra, j'espère. Et puis voilà, on espère vraiment que Lausanne fasse le même match et puis qu'ils aillent chercher cette égalisation et qu'on ait une finale incroyable. On a la chance aussi, on n'a pas parlé de ça, mais d'avoir deux patinoires de très très belle facture, la vaudoise et puis la patinoire à Zurich, c'est vraiment magnifique aussi. Donc ça c'est très très cool, c'est une belle promotion pour le hockey suisse. Et puis nous on se retrouve dimanche. Il y aurait eu déjà l'acte 2 puis l'acte 3, puis on fera une analyse dimanche dans le cadre du premier bloc. Absolument. À vous de conclure, Christian. Moi, ce que j'ai juste envie de dire, j'espère juste que Malais soit Malais comme ça a été lors de ces 10 dernières rencontres, et puis que je disais en rigolant, ça va être Galatasaray, mais parce que en match à Galatasaray, c'est distingué. Et c'est vrai, en termes d'intensité, Lausanne.
franchement, ça fait plaisir parce que c'est redevenu Lausanne et c'est le vrai Lausanne. Et franchement, ça, c'est un truc, il y a beaucoup de clubs qui peuvent envier à Lausanne. Quand le public répond présent comme ça, c'est vraiment c'est chaud. Gros plus. Eh bien, vive le hockey et le public lausannois. Ça sera le mot de la fin. Merci encore une fois d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes et à tous d'être encore une fois présents. Rediffusion de cette émission un certain nombre de fois jusqu'à la rencontre de jeudi. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et à bientôt. Bye bye. Bye bye.